Bonjour à tout le monde, je suis Nadia Bajoua, je suis médecin adjointe en pédiatrie générale aux HUG et je travaille aussi là-bas aux HUG. Je suis responsable en fait pour la formation postgraduée des internes en formation, les pédiatres. Et puis, c'est moi qui organise les formations qui les suivent en fait dans leur parcours. L'autre 50% que j'ai, c'est l'unité de recherche en éducation médicale. Et c'est là-dessus, en fait, que j'ai fait les recherches en fait dans l'éducation médicale. Je participe en fait dans les recherches qui sont faites dans les unités et aussi dans les bureaux et commissions dans les organisations des études de médecine. Voilà, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui la réflexion par rapport à ma recherche sur l'évaluation du professionnalisme et aussi d'avoir votre retour et qu'est-ce que vous en pensez. Pour faire ça, j'aimerais vous mettre en fait dans le pot d'un médecin cadre, en fait, qui va superviser un interne et plus spécifiquement un interne en pédiatrie chez moi. Alors, vous êtes le superviseuse de Cindy, c'est une interne en première année. Et le début d'internat a été difficile pour Cindy. Elle oublie de suivre les résultats de ses patients. Des fois, elle ne met pas une note de suite dans le dossier. Elle a eu plusieurs disputes avec des patients et des proches qui ne sont pas d'accord avec elle. Les infirmières disent qu'elle a souvent une attitude inappropriée pendant la visite et ses co-internes ne la trouvent pas collégiale. Vous avez créé un plan de remédiation pour Cindy, mais elle n'a pas démontré une progression et son contrat n'est pas renouvelé. Qu'est-ce qui a mal tourné en fait dans cette situation? Est-ce que cela aurait-il pu être évité? Quand on parle de problèmes de professionnalisme en médecine, on sait que c'est un challenge en fait pour tous les responsables de formation postgraduée. Et puis environ 94% des spécialités et disciplines ont des internes en difficulté. Et c'est une prévalence entre 3 et 7% dans la littérature. Et puis les efforts qui sont mis en place justement pour remédier ces internes qui sont ces difficultés, si on parle justement de la communication avec les patients, un manque de responsabilité par rapport au dossier médical, des disputes au niveau interprofessionnel avec des autres professionnels de la santé, tout ça peut nuire en fait à l'ambiance dans l'équipe en général. Et puis, c'est aussi très difficile en fait de remédier ces problèmes. Il y a eu des études qui ont été faites dans la littérature justement pour essayer de savoir comment est-ce qu'on peut mieux remédier ces médecins. Mais pour l'instant, il n'y en a pas eu une solution magique. En fait, il faut prendre beaucoup de temps en fait pour remédier ces problèmes et surtout dans les difficultés de professionnalisme, c'est très difficile à réussir. Et quand on parle en fait de professionnalisme en médecine en général, ça a commencé dans les années 70 avec toutes les sociétés de spécialité qui ont commencé à décrire et expliquer en fait qu'est-ce qu'ils pensaient que c'était le rôle d'un médecin et les valeurs qu'on devrait défendre en fait dans nos sociétés. Et puis, c'était plus tard, dans les années 80 et 90, quand on voulait en fait justement enseigner qu'est-ce que c'est un professionnel, on s'est rendu compte d'essayer de juger en fait les valeurs intrinsèques de quelqu'un, c'est très difficile, c'est pas quelque chose, un comportement qu'on pourrait observer. Vous me suivez jusque-là maintenant comme médecin? Et puis là, on s'est dit que si on rend ces choses explicites et on se base vraiment sur les comportements, là, on peut justement essayer de mesurer qu'est-ce qui se passe par rapport à ces comportements professionnels ou pas professionnels. Puis maintenant, on est entré en fait dans une ère en fait d'identité professionnelle. On s'est dit que c'est très bien qu'on arrive maintenant à observer des comportements professionnels et pas professionnels et donner un feedback sur ces items, mais qu'est-ce qu'on peut faire par la suite en fait justement pour mieux aider dans la formation en fait de nos internes, leur aider aussi à se construire déjà comme étudiants de médecine et puis après quand ils vont continuer leurs études. Maintenant, le défi pour moi comme responsable en fait de le recrutement des internes en pédiatrie, c'est que je cherche des internes avec des bonnes connaissances et puis qui sont techniquement compétents, mais on ne cherche pas non plus qu'ils soient déjà experts. Si on regarde au niveau d'une échelle de Dreyfus, c'est que le professionnalisme qu'on devrait déjà être compétent quand on entre en fait dans un programme de formation postgraduée. Et puis, on aimerait faire cette sélection pour choisir ces internes qui sont un meilleur fit en fait pour notre spécialité, mais en même temps, on aimerait aussi éviter les personnes qui peuvent avoir beaucoup de conflits avec l'équipe, qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas professionnels.
Et vous voyez ici, en fait, que le nombre de postulations qu'on a en pédiatrie, on est un programme de taille moyenne. On accepte environ 17 nouveaux internes par année. Et puis, le nombre de postulations, c'est qu'en augmentation, en fait, sur ces dernières années. Maintenant, les outils de sélection qui sont disponibles pour nous et quand on a commencé en fait ces recherches, on a commencé à regarder la littérature, qu'est-ce qui était utilisé dans le monde de l'éducation médicale. Au niveau cognitif, on appelle ça comme ça pour l'instant dans la littérature, on avait les résultats de l'examen fédéral, si c'était disponible au moment de la postulation. Les notes des évaluations en fait qui étaient faites pendant le cursus, pendant les études de médecine, et puis aussi sur le CV en fait la recherche. Et ça c'était utilisé aussi dans un centre académique bien sûr, justement pour essayer de dépister est-ce qu'il y a des personnes qui risquent de faire partie de la relève dans une institution académique comme la nôtre. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi dans la littérature, qu'il y a une corrélation négative entre le succès des résidents, en fait, dans les années passées et la recherche. C'est environ 4 ans. Si on passe 4 ans sans clinique, en fait, on a beaucoup plus de peine, en fait, à s'intégrer dans le travail de clinique si ça n'est pas intercalé, en fait, avec la recherche tout au long. Maintenant, pour tout ce qui est non cognitif, on avait les lettres de motivation qui étaient à disposition, les lettres de recommandation et puis l'entretien. Maintenant, probablement, vous connaissez l'entretien traditionnel avec un intervieweur en panel. Et bien sûr, c'est sujet à beaucoup de limitations. Il y avait le biais dans la personnalité qui entrait en compte, une expérience de l'intervieweur, et manque de fiabilité dans les notes. Et puis, on n'avait pas du tout de validité prédictive. Quand on avait commencé, en fait, cette recherche, on avait juste, en fait, 2 cas qui ont rencontré les internes pour un entretien et puis donné une note A plus A, B, C. Et puis, en fait, tous les candidats qui sortaient, il n'y avait pas de différenciation entre les candidats. Tout le monde était A plus A. Et puis, on est gentil, on aimerait bien justement nourrir et construire, en fait, nos étudiants de médecine pour qu'ils puissent, en fait, continuer par la suite. Et puis, vous voyez ici, Jeff Norman, qu'est-ce qu'il en pense par rapport à ça? C'est un des papes, en fait, dans le monde de l'éducation médicale. Il pensait que, justement, il y avait tellement de biais dans cet entretien traditionnel que c'était un elaborate labor-intensive lottery. Maintenant, cet entretien structuré, on s'est mis dans la littérature justement pour essayer de mieux comprendre comment on peut mettre en place cette structural behavioral interview. Et puis, c'est ça qu'on fait avec nos cadres pour l'instant. C'est justement 3 questions basées sur les compétences désirées. Et puis, il y en a des sortes de Dreyfus avec des ancrages descriptifs. Et puis, il n'y avait pas d'accès aux notes, aux examens, ni lettres de recommandation pour essayer d'avoir une observation qui soit le plus, en fait, focalisée sur l'interne pendant l'entretien. Maintenant, qu'est-ce qui existe d'autre dans la littérature que nous n'utilisons pas? C'est le multiple mini-interview. C'est un examen entre 8 et 12 stations qui a été créé par l'équipe de Kavaneva, Jeff Norman, avec des patients standardisés. Alors, ils vont justement avoir des stations, ils vont faire passer en fait les candidats pour un poste interne. Dans plusieurs stations, peut-être dans une station, ils vont discuter de leur CV, mais les autres stations ils mettent en place justement, c'est essayer de voir en live, est-ce qu'ils arrivent à démontrer leurs compétences? Est-ce que c'est avec une infirmière dans une consultation, ils devraient en fait pouvoir répondre à un challenge de difficulté de communication. Il y a plusieurs choses qui pourraient être testées en fait dans un MMI. Et puis, c'est maintenant bien de montrer en fait dans la littérature qu'entre 8 et 12 observations avec un MMI, ça produit en fait de validité prédictive. Et puis, c'est un outil qui commence à être beaucoup utilisé au Canada et aussi aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Maintenant, cette même équipe, en fait, ils sont avancés avec le travail qui a été fait par Fiona Patterson en Angleterre et puis aussi par Levins en Belgique sur le Situational Judgment Test. Et c'est ça, il y a un système qui s'appelle Casper qui existe en fait au Canada, à Toronto, et qui est devenu en fait un business, en fait, de faire un MMI, mais à distance. Et puis, ils utilisent en fait des vignettes cliniques pour essayer de juger les compétences en fait de candidats pour un poste interne. Et c'est là-dessus que, en fait, c'est un examen QCM, vous voyez ici, avec des vidéos vignettes. Et puis, les avantages, c'est que ils ont bien démontré, en fait, dans la littérature que c'est valide. Et puis,
comme je disais avant, l'évidence de validité prédictive, mais le désavantage, c'est que quand je me suis renseignée par rapport à ça, c'est assez difficile, en fait, de créer des bonnes questions, en fait, pour un situational judgment test. Comment c'est fait pour l'instant, c'est que c'est de réponses libres dans Casper, et puis, en fait, il y a toute une équipe de standardisation derrière qui évalue, en fait, les réponses, et puis qui les utilise justement pour faire un ranking, un grading, et puis ils ont un consensus de qu'est-ce qu'ils trouvent, c'est un niveau professionnel ou pas, en fait, pour ces internes qui entrent en formation. Alors, quand on essaie de savoir un peu plus comment est-ce qu'ils font ce type d'évaluation, c'est très opaque, en fait. On n'a pas beaucoup de détails de comment c'est fait concrètement dans l'équipe à Casper. Mais si ça vous intéresse, vous trouverez sur l'Internet beaucoup d'informations sur ce qu'ils font comme travail. Maintenant, la lettre de recommandation narrative, c'est quelque chose qu'on utilisait aussi toujours en pédiatrie. Voilà, vous la connaissez aussi. C'est, en tout cas, dans notre cas, et avec les étudiants de médecine qu'on voyait venir chez nous, on avait des lettres qui étaient tous, en fait, tout le monde était assez glorieux et puis très positif. Et en même temps, pour les internes qu'on avait en difficulté par la suite, il n'y avait aucune piste, en fait, dans la lettre de recommandation, même dans les discussions qu'on avait avec les personnes qui nous ont envoyé, en fait, cette personne, pour signaler que peut-être il y aurait un problème ou une difficulté où il faut faire attention. Du coup, c'est pour ça que c'est bien décrit, que c'est peu fiable, le contenu n'est pas du tout standardisé, c'est à chacun, en fait, qui essaie de faire une bonne lettre pour la personne qui recommande. Ils ont fait des efforts aux États-Unis pour essayer justement de standardiser cette lettre narrative, mais le langage entre est-ce qu'on est bon, compétente ou extraordinaire, on sait que le langage il est utilisé différemment entre chacun en fait, des centres. Et puis aussi, il y a beaucoup de biais dans ces lettres par rapport entre les hommes et les femmes, comment ils sont décrits. Voilà, du coup, ça date en fait de cet article de New England Journal of Medicine de Francis Sealand, Richard Friedman en 1983. Mais en fait, c'est encore le cas. En fait, dans la littérature, si on utilise les lettres de recommandation narrative, que ce n'est pas quelque chose qui va nous donner beaucoup d'informations de plus si on aimerait en fait différencier entre nos candidats. Basé sur ces informations, on s'est dit, bon, est-ce qu'il y a d'autres choses qui existent en fait dans la littérature? Et on a vu en fait la lettre de recommandation standardisée. Ça s'appelle le Standard Letter of Evaluation qui était créé en fait par les équipes des urgences aux États-Unis. Et puis en fait, ils sont basés en fait sur les compétences qu'ils cherchaient dans un urgentiste. Et puis ils demandent en fait à tous leurs candidats qui passent en fait dans leur processus de sélection de fournir ce type de lettre. Ce même modèle en fait de lettre a été maintenant adopté dans plusieurs spécialités comme en otolaryngologie, en chirurgie plastique, dans d'autres domaines. Et puis nous, on s'est dit qu'on pourrait aussi faire la même chose pour la pédiatrie. On n'avait pas un consensus en Suisse, en fait, qu'est-ce que ça veut dire un bon pédiatre, mais on avait des études qui étaient faites en Angleterre, justement par Fiona Patterson, et puis c'est Randall et al. Qui avait justement regardé quelles compétences spécifiques pour un pédiatre qu'on cherchait. Et puis, on a discuté entre nous, on s'est dit qu'on peut justement utiliser ces compétences pour créer notre propre lettre de recommandation standardisée. Et puis, on a appelé ça ALPS, parce que en anglais, en fait, quand on publie, vous connaissez bien, mais le terme évaluation, ça peut être très difficilement compris. Du coup, on a choisi de faire Assessment Letter for Pediatrics. Et puis, c'est ça qu'on avait publié. On aimerait en fait continuer par la suite. Voilà. Maintenant, quand on regarde justement par rapport aux cadres conceptuels qui existent par rapport au professionnalisme, l'un qui est le plus connu, en fait, c'est Ginsberg's Professionalism Framework. Et puis, il y a 3 items, en fait, dans ce framework. Il y a le contexte, en fait, de la situation. Il y a le conflit, en fait, de valeurs qui pourrait entrer en jeu quand quelqu'un est confronté, en fait, à un médecin. Par exemple, si moi, je vais aller, en fait, voir un patient, mais je dois aussi partir très rapidement pour aller voir mes enfants à la maison et je vois que j'ai une difficulté avec un de mes patients, est-ce que je vais rester ou je ne vais pas rester? C'est pas que ces 2 valeurs sont pas importantes, les 2 valeurs sont importantes, mais comment est-ce que je vais gérer cette situation? C'est à ce moment-là qu'on arrive à la résolution. On voit les stratégies en fait que la personne va mettre en place pour justement essayer de régler la situation et puis s'en sortir avec les bons soins pour le patient.
Voilà, à Toronto et à McGill, en fait, cette équipe sont mis ensemble pour créer, en fait, le Professionals and Mini Evaluations Exercise. C'est l'équipe de Cruz, Richard et Sylvia Cruz, qu'ils ont créé. Et puis, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'est justement, dans le milieu clinique, regarder plus précisément, est-ce qu'on arrive à observer ces comportements professionnels ou pas professionnels? Et puis, mesurer en fait la relation médecin-malade, la réflexion en fait de médecin en question, l'organisation du temps et puis la relation interprofessionnelle. Et puis, utiliser ça sur le terrain, dans la clinique avec des vrais patients. Et puis, nous, dans un comité de sélection, on ne pouvait pas en fait se permettre d'aller en fait aux urgences ou à l'étage, en fait espérer qu'on avait un patient qui était disponible pour le moment pour faire cette observation. Alors, on a choisi en fait de créer une simulation. Et puis, on a créé des simulations entre, voilà, par exemple, un patient et la maman, un papa qui va venir justement pour discuter par rapport à la vaccination. Et puis, si le parent est réticent par rapport à la vaccination, le candidat en question devrait justement essayer de voir est-ce que j'arrive en fait à discuter avec ses parents, essayer en fait de comprendre en fait leur peur, essayer d'avancer dans la compréhension par rapport à la vaccination. Et puis, comment est-ce que je vais justement prendre en charge ce patient par la suite. Du coup, l'avantage, en fait, de cette évaluation en simulation, c'est que ça nous amenait, en fait, plus haut sur le Miller's Pyramid. C'est vrai qu'avec la situation judgment test, on reste, en fait, avec le knows-how, mais quand on met les personnes en situation, on arrive à la chose et does. Et puis, quand on était en clinique avec des internes en difficulté, on voyait aussi très clairement que la première fois qu'on voyait un patient avec cette personne, s'il y avait déjà des difficultés qu'on observait en fait dans les relations avec les équipes ou les parents, là, c'était la manière la plus fiable pour nous de dire est-ce que je pourrais imaginer cette personne comme pédiatre dans le futur pour travailler chez nous. Maintenant, dans toute la reconstruction en fait, de ce processus de sélection en pédiatrie, on avait une première sélection qui était sur dossier en fait pour les entretiens justement d'entrée dans le processus. On a environ 100 dossiers qu'on reçoit chaque année et puis on laisse entrer dans le processus 40 personnes. Et puis, on a une préférence en fait pour les candidats suisses. Et puis, après, par la suite, ces candidats qui sont acceptés envoient en fait deux lettres de recommandation, ces apps. Et puis, ça, c'est deux observations. Il y a un entretien structuré avec les deux cadres sur ce Structural Behavioral Interview. Et puis, l'évaluation de professionnalisme avec le PMEX. Alors, avec le PMEX, il y a 3 stations et puis il y a 2 observateurs par station. Je ne sais pas si vous connaissez déjà les centres de simulation, mais on a des box en fait de consultation et puis on peut rester dehors de la box et puis on peut observer justement comment ça se passe la simulation, observer en live en fait, démontrer en fait leurs compétences dans la situation. Et puis, quand j'ai ces 10 observations en tout, je les mets ensemble dans un score composite qui est basé sur Keynes score composite en fait sur ces études. Et puis là-dessus, en fait, je donne ces informations à la comité de sélection et on fait un ranking en fait des candidats et c'est des informations en fait qui sont fournies au comité de sélection justement pour essayer d'aider en fait avec les décisions prises par rapport à qui va être pris comme interne chez nous. Voilà, ça c'est l'évolution en fait, des études. On avait fait justement, on avait commencé vraiment en 2012 à tester est-ce que ça pourrait marcher de faire la simulation et puis justement mesurer avec le PMAX. Et puis c'est en 2016 qu'on a pu en fait publier ces informations par rapport à la fiabilité, la validité aussi de notre score composite. Et puis en 2017, on a publié par rapport à la création et validation de nos lettres de recommandation standardisées. Et puis en validité prédictive, on a pu en fait regarder par la suite est-ce qu'on arrivait à prédire en fait les meilleures compétences chez nos internes et on avait assez de données à ce moment-là pour pouvoir le démontrer et essayer d'explorer un peu plus dans nos données. Et puis, en 2021, on a publié l'étude de structure factorielle du PMEX pour essayer de mieux comprendre justement, est-ce qu'on, quand on utilise PMEX en simulation, est-ce qu'on est en train de mesurer en fait les mêmes facteurs qui étaient en fait décrits premièrement par l'équipe de Cruz ou pas. Et puis, je vais vous montrer justement qu'est-ce qu'on a retrouvé dans chacun de ces études. Voilà, dans ces résultats de l'étude pilote, vous voyez ici que la lettre de recommandation standardisée plus l'entretien, on avait une fiabilité composite de 0,51. Et puis, quand on a ajouté le PMEX, on est arrivé à 0,74.
Et puis, on a vu, est-ce que ça change en fait, comment est-ce que les cadres ils vont faire leur ranking par rapport au candidat? Dans cette étude pilote, c'est ça qu'on a vu que ça a fait un changement significatif. Et puis, basé en fait sur quels outils en fait prédisaient mieux en fait l'avis des cadres dans le comité de sélection, qu'est-ce qu'on a vu? C'est les observations en fait directes avec le PMEX prédisaient le plus. C'est pour ça qu'on a pondéré en fait le PMEX à 57%, l'ALPS à 18% et puis l'entretien structuré à 25%. Pour la lettre de recommandation standardisée, vous voyez ici qu'il y avait une structure interne qui était cohérente avec un Cronbach's alpha à 0,93. Et puis, j'ai utilisé aussi le G-theory pour essayer de mesurer justement la variance par les items. Et puis, on avait un G-coefficient de 0,59. Et puis, une variance par rapport aux candidats qui était très bien à 28%. Malgré le fait que c'est un des outils en fait qui est le moins fiable, peut-être le moins valide par rapport aux autres, on était assez contente avec les résultats psychométriques en fait qu'on a retrouvés dans cette lettre de recommandation. Et puis, si on corrèle ça justement avec la décision d'admission, vous voyez que les corrélations ils sont petites, modérées, mais ils corrèlent. Et puis, par contre, justement, ces scores, si on utilise justement la lettre de recommandation toute seule, ils ne prédisent pas du tout, en fait, la décision d'admission. Maintenant, dans ces résultats de l'étude de validité prédictive, qu'est-ce qu'on a vu? C'est justement que dans nos internes qu'on a donné en formation à la fin de la première année en interne chez nous, on avait pris les évaluations qui ont été faites et puis on pouvait prédire en fait les attitudes et qualités personnelles en fait sur nos grilles d'évaluation qui est utilisées aux HEG pour mesurer ces choses. Et puis quand on regarde en fait les items dans ces grilles, c'est vraiment en lien avec la communication, le travail en équipe, l'interprofessionnalité, c'est ça les items qui englobent l'attitude et qualité personnelle. Et puis l'évaluation globale en tout, c'est un prend en fait chacun de ces domaines, les connaissances, l'attitude et qualité personnelle, le raisonnement clinique, les skills et l'évaluation en tout. Maintenant, pour le résultat de l'étude de structure factorielle, vous voyez ici que nous, on avait vu qu'on mesurait aussi la relation médecin-malade, la réflexion, et puis le comportement professionnel. Et puis, au lieu d'avoir, en fait, parce qu'on est dans une simulation, alors de penser plus par rapport à l'organisation du temps, c'était pas aussi important parce qu'ils venaient en fait sur place et puis ils savaient en fait qu'est-ce qui était attendu d'eux. Et puis, on mesure plus la relation interprofessionnelle. Du coup, on a dû regrouper certains items sur le PMEX dans d'autres catégories, justement, pour essayer de mieux comprendre comment est-ce que le PMEX performe dans notre contexte et en utilisant nos simulations. On avait 275 candidats, et puis vous voyez ici qu'on a majoritairement des femmes, en fait, en pédiatrie. Avec toutes ces années, en fait, on avait 1650 formulaires, et puis dans cette analyse factorielle, on voyait qu'on avait en fait un modèle qui tenait la route avec un comparative factor index de 0,92. Et puis aussi, le G-coefficient, c'était 0,52, et puis Cronbach's alpha, 0,91. Mais maintenant, et c'est ça que je voulais parler plus aujourd'hui, c'est quoi les leçons qu'on a apprises en fait par rapport à de mettre en place ce processus de sélection en pédiatrie et aussi d'essayer de mesurer en fait le professionnalisme chez nos internes, c'est que c'est possible en fait si on a entre 8 et 10 observations, c'est la même chose qui est montrée avec la MMI aussi dans d'autres études qui sont faites par rapport au situational judgment test, des combinaisons des outils qui sont utilisés dans la littérature. Et de tout ce que j'avais trouvé, c'est qu'on a besoin autant, c'est un nombre d'observations d'avoir quelque chose de fiable et valide. Mais ça reste quand même quelque chose de subjectif. Je pense que vous connaissez bien aussi comment c'est difficile en fait d'harmoniser et avoir un consensus. On fait en fait du frame of reference training et puis de discuter avec nos cadres avant qu'ils vont faire nos entretiens et avant qu'ils vont faire cette simulation pour essayer en fait chaque année avec les vignettes qu'on a à disposition, les questions à disposition, est-ce qu'on arrive à avoir un consensus sur qu'est-ce que c'est un comportement professionnel et pour chaque en fait niveau de formation, de qu'est-ce qu'on attend. Quand on fait notre simulation, c'est vraiment on s'attend de compétences pour un interne en première année. Je dois vous dire que la moitié de nos candidats ils viennent
en fait, ils sont en train de faire les études pré-graduées. Et l'autre moitié, en fait, ils ont déjà des années d'expérience comme médecin. Mais en fait, on n'a pas vu en fait une corrélation avec des années d'expérience et puis les scores de PMAX. Et ça, c'était assez étonnant pour moi. Et on a aussi vu, en fait, dans nos études et dans les résultats, comment est-ce qu'on pourrait comporter, en fait, dans une station, dans la PMAX versus une autre station, c'est vraiment très spécifique au cas. Alors, il ne faut pas non plus faire des jugements sur cette personne basée sur une station. Et c'est un message très important que j'essaie de faire passer vers mes cadres pour dire s'ils ont eu quelqu'un qui a eu, en fait, une station qui était ratée ou une situation qui était ratée, ça ne veut pas dire que quand il vient travailler chez nous, qu'il ne peut pas récupérer, que ce n'est pas quelqu'un qu'on aimerait avoir qui travaille chez nous. L'implication en fait des cadres en fait dans un processus de cycle continu, c'est la chance vraiment en pédiatrie d'avoir les cadres qui sont partants justement d'investir de temps parce que c'est pas quelque chose qui est rémunéré, c'est quelque chose qu'ils font sur leur temps de travail, mais libre, de venir en fait et passer 45 minutes avec chacun des candidats ou de venir aussi passer toute une journée de regarder les stations de simulation et faire ses observations. Maintenant, les limitations par rapport à l'étude qu'on avait fait à Genève, c'est que c'est une étude unicentrique et que dans une spécialité. Voilà, l'évidence de constructor relevant variance et constructor underrepresentation, c'est clair qu'on n'a pas arrivé à l'idéal, en fait, pour un examen high stakes, par exemple. Mais par rapport à tout ce qui est utilisé dans un processus de sélection, on est extrêmement compétitif avec ce qui est démontré dans la littérature. Et puis, on n'a pas pour l'instant de suivi, en fait, des médecins pas admis. Bien sûr, s'ils partent dans une autre institution, on collabore beaucoup avec nos collègues au CHUV et puis ils utilisent nos lettres de recommandation standardisées et puis ils ont mis en place, en fait, une observation de leurs candidats aux urgences dans leur centre périphérique. C'est clair qu'on a tous eu des challenges avec COVID de mettre en place nos processus de recrutement, mais c'est quelque chose qu'on voit que d'impliquer nos cadres dans ces processus, justement, ça a changé le climat, la culture en fait de l'enseignement dans la formation chez nous. Ils investissent en fait le recrutement de ces internes et puis après par la suite, quand on fait nos formations, les simulations, ils voient en fait les fruits et ils aimeraient en fait continuer chez nous avec ces processus. Maintenant, dans les perspectives, on aimerait un suivi longitudinal avec ces compétences de professionnalisme. J'aimerais bien sûr avoir en fait un œil dessus sur toutes les interactions qu'on a avec nos patients, nos parents, nos infirmières, pour essayer justement de mesurer ces choses et voir est-ce qu'ils évoluent par la suite ou est-ce qu'il y a un déclin. Parce que c'est bien démontré dans la littérature par rapport à l'empathie. Comme médecin, on va faire de l'empathie au fur et à mesure des années. Si on ne reçoit pas de feedback positif tout au long de notre formation, il faut continuer ces comportements qui sont positifs. On aimerait mieux comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire d'être compétent et professionnel comme médecin et puis comment est-ce que ça va aussi évoluer avec le temps. Et puis aussi, on ne lâche pas non plus nos internes qui sont en formation chez nous. On n'a plus en fait ces problèmes d'avoir les personnes qui sont gravement pas professionnelles. Je pense que de mettre en place cette formation, ça nous a aidés. On avait environ au début 3 internes par année qui posaient vraiment problème et qu'on n'arrivait pas en fait à renouveler leur contrat après une année. Et maintenant, on a peut-être un interne une année sur 2 quand on doit mettre en place un projet de rémédiation. Et puis, on aimerait maintenant aussi évaluer d'autres compétences dans le processus de sélection. On discutait justement, est-ce que c'est possible en fait de mesurer le raisonnement clinique en fait dans une station et essayer de mieux comprendre est-ce qu'on arrive dans une station, combien de stations est-ce que ça prend d'observer ce type de comportement, est-ce qu'ils arrivent à l'expliciter en fait le raisonnement ou pas, ou le raisonnement professionnel, ça c'est autre chose qui n'est pas bien démontré pour l'instant dans la littérature, qu'est-ce que ça veut dire, et on aimerait en fait aller là-dessus. Un peu les take-home messages et la discussion que j'aimerais avoir votre retour, c'est si dans votre expérience, justement, est-ce que vous avez retrouvé la même chose, que vous avez besoin aussi entre ces 10 observations pour arriver à une décision fiable, et puis est-ce que vous arrivez à faire en fait des mesures qui sont plus objectives sur quelque chose qui reste encore très subjectif.
Et puis, comment est-ce que vous faites en fait, pour mettre en place ces cycles de qualité continue? Justement, moi, je regarde les statistiques, comment ça sort pour nos processus de sélection chaque année. J'essaie de m'adapter, justement, nos cas, nos vignettes, nos questions. Essayer de travailler avec le cadre de continuer pour que ça soit de qualité élevée. Et puis, on aimerait aussi, dans le futur, impliquer plus la vie de nos internes, parce qu'ils voient aussi, j'ai vu, en fait, avec les années qui suivent, et on a intégré, en fait, une nouvelle station, des conflits entre les médecins. Ça, c'est quelque chose dans des autres études que j'avais fait. J'avais aussi remarqué que des fois, c'est ça qui prime, en fait, sur les lieux de travail. Et puis, c'est une des raisons primaires, en fait, en tout cas à Genève, pour que les personnes vont quitter, en fait, l'institution, qui vont être malheureuses, en fait, dans leur travail de tous les jours. Et bien sûr, l'effet de biais implicite, maintenant, on ne peut pas, en fait, ignorer comment est-ce que la personne qui juge ou qui fait l'évaluation, qu'est-ce qu'ils en pensent de la personne en face, et est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils sont en train de juger au lieu de qu'est-ce qu'on leur demande de juger. Et puis, je pense que je vais arrêter là. Et merci pour votre attention aujourd'hui. J'aimerais bien avoir vos questions et vos retours, en fait, sur notre expérience en pédiatrie, de qu'est-ce que vous en pensez. Voilà.